On est tous vulnérables. Le point crucial est là. On est tous vulnérables parce que c'est pas une question d'intelligence ou non de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce piégée. On le voit avec l'IA qui a modifié, il n'y a plus de fautes d'orthographe aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est plus que malin. Il y a un moment de fatigue, ça arrive. Une fatigue intellectuelle, une fatigue physique, le petit dernier qui a pas fait sa nuit, on est en période de deuil, on est en période de séparation, on est en période de surcharge au travail, ce qui n'arrive jamais, avec une sursollicitation à différents points de vue. On est vulnérables tous, donc il faut qu'on accepte cette part de vulnérabilité et cette part de un jour je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas. En revanche, il faut l'accepter et travailler pour se renforcer. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lumena Duluc, directrice du CLUSIF, le club de la sécurité de l'information français. Bonjour Lumena. Bonjour Leslie. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. On va parler de la cybersécurité comme enjeu d'intérêt général. Donc moi, il faut savoir qu'on me dit souvent la cyber, c'est un sujet niche, ça intéresse personne. Pourtant, moi, ce que je constate, c'est qu'on vit tous dans une société ultra connectée. On a tous un smartphone ou presque, parce qu'il y a toujours évidemment des exceptions. On travaille tous sur un ordinateur, plus ou moins, et on a de plus en plus d'objets connectés aussi dans nos foyers. Donc c'est notamment cette idée qu'on va essayer de réfléchir, de déconstruire aussi ensemble, en répondant à la question suivante: pourquoi est-ce que la cybersécurité est un enjeu, peut être un enjeu ou est un enjeu d'intérêt général? Mais comme d'habitude, avant de nous lancer dans ce sujet passionnant, est-ce que tu peux te présenter, Lumena, me raconter un petit peu ton parcours professionnel et revenir aussi sur le CLUSIF et ses missions, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je suis directrice du CLUSIF depuis janvier l'année dernière et avant, j'étais déléguée générale, ce qui peu ou prou, je dirais, le même périmètre. Le titre change. Un peu de fonction aussi dedans, ne serait-ce que dans la visibilité, parce on est en démarche de reconnaissance d'utilité publique, ce qui a un lien avec l'intérêt général. On a aussi changé de nom, le CLUSIF. On n'est plus le club de la sécurité de l'information français. On est CLUSIF tout court, mais ça s'est pas vu. Le CLUSIF est mort. Vive le CLUSIF en tant qu'entité unique, mais c'est normal que on a fêté nos 30 ans et 40 ans de fait. C'est normal que le nom perdure dans le temps. Donc c'est CLUSIF, ce n'est plus un acronyme, c'est devenu une marque, un nom de... Okay, c'est un nom, c'est voilà. Le CLUSIF. Très bien. Alors avant le CLUSIF, en fait, si on regarde mon parcours, et j'ai dû le faire dans un exercice qui était pour un portrait, d'ailleurs dans les Échos, de regarder son passé ou son CV. On sait faire un CV, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire après, mais quand on regarde derrière, on voit quelque chose en filigrane, et il y a quelque chose qui était assez marqué. Pour moi, c'est l'information. Ça tombe bien, je suis arrivée au CLUSIF où il y avait le mot à l'origine. J'ai été journaliste, j'ai été rédactrice en chef, j'ai travaillé pour le gouvernement en tant que rédactrice en chef du gouvernement. J'ai fait de la modération de contenu, donc des contenus qui sont sur les réseaux sociaux, sur des sites, sur des forums, pour des marques, pour l'État, pour tout un tas de médias. Donc j'ai toujours été dans l'information dans tous les sens. J'étais dans un syndicat de presse. J'ai porté l'audience et le marketing pour une petite famille de presse, mais qui est une grande famille, qui est la presse hebdomadaire régionale. Donc j'ai traversé la France en long, en large, en travers. Voilà. Donc j'ai été dans les médias pendant très longtemps, dans l'information encore plus longtemps. C'est la trame. Sur des sujets cyber dès le départ? Sur des sujets numériques finalement. Moi je suis numérique. En fait, j'étais bilingue éditoriale finalement et technique. Ça m'a jamais rebuté du tout, mais ça n'était pas la chose qui était la plus visible dans mon profil. Il y a 20 ans, il y a même un peu plus, j'étais en prépa lettres, j'étais sur IRC, je me baladais, je vérifiais les boucles de code de mes camarades qui étaient plutôt en ingé, et pourtant j'étais en prépa lettres. Donc je me posais pas la question de
de séparation. En revanche, je voyais bien qu'il y avait des risques et j'aime bien réfléchir comme une souris, même si on est un chat, parce que pour se protéger des autres souris, il faut penser comment elles pourraient attaquer. Et finalement, cette réflexion-là, elle apporte et elle a apporté d'une manière assez naturelle à ce que j'arrive au Clusif en son temps, sur des projets qui m'étaient proposés. Et voilà, c'est la sécurité. En tant que telle, elle était auparavant, j'avais d'autres sujets. Par exemple, je m'appelle Lumena. Si on me recherche dans Google, on me retrouve facilement. Les moteurs de recherche, je les ai vus arriver et j'ai tout de suite perçu que si je prenais mon prénom comme pseudo, c'était pas très malin parce qu'on me retrouvait très facilement, alors qu'on a, enfin voilà, il y a des débats aujourd'hui sur l'anonymat ou autre. Il y a des sujets, ne serait-ce que de se protéger ou de ne pas vouloir étaler qui l'on est tout de suite à tout le monde. Bon, voilà. Donc finalement, un attrait assez naturel pour ces sujets qui sont considérés, enfin la tech, le numérique, la cyber, plutôt comme des sujets scientifiques du côté technique, alors que toi, tu as un profil plutôt littéraire. Donc, j'ai fait des études de philosophie. De sciences humaines, et dedans il y a la logique. Enfin bref, l'informatique était absolument pas mon sujet. En revanche, c'était mon quotidien et de fait, je suis plutôt une autodidacte. Très intéressant. Donc, comme quoi la cybersécurité est vraiment accessible à tous. Tu en es un très bel exemple. Est-ce que tu peux, du coup, nous en dire un peu plus sur l'émission du Clusif ? L'émission du Clusif. Le Clusif, association, donc, comme je le disais, qui a une trentaine d'années, qui a fêté ses 30 ans le 18 décembre 2022. On a fêté ses 30 ans avec le Panocrime au campus cyber en janvier l'année dernière. Il y a 40 ans, ça existait déjà, et ça existait en fait pour l'historique, ce qui est finalement assez intéressant de recontextualiser. C'est venu de commissions sur la sécurité informatique au sein de l'APSAD, donc des assureurs. Il se posait la question assez légitime de savoir comment on pouvait assurer, rembourser, voir la sinistralité de quelque chose qui est immatériel. Je parle de données, d'informations qui sont dans un ordinateur, puisque c'était l'apparition de ça. Autant on savait rembourser une usine, une maison, autant ceci, c'était compliqué à percevoir. Donc, parce qu'on parle d'un risque au final. Et les risques, c'est géré par les assureurs. Et exactement. Le risque cyber, voilà. Donc, la boucle est bouclée. Donc, ils ont créé une commission, puis ils ont grossi, et puis ils ont eu le besoin de se réunir entre eux, pas pour se cloisonner. Certainement, à l'époque, il y avait le besoin d'avoir un club fermé. Il y a beaucoup de clubs fermés. Le club est fermé par définition, n'étant un club. Pour réfléchir ensemble, se structurer, se renforcer et se dire les malveillants se réunissent entre eux, il faut aussi que les gentils se réunissent entre eux et puissent se partager les bonnes pratiques, échanger les tuyaux, enfin voilà. Bon. Mais ça restait très confidentiel et je dirais pas secret parce que ça serait excessif, mais cloisonné. Ça a grandi avec le temps. Internet a quand même boosté dans les pratiques un certain nombre de choses. Le club n'est plus club. C'est aussi pour ça que le Clusif a changé de nom. C'est plus le club on n'a pas vocation à être fermé, on a vocation à être ouvert. C'est le principe de l'intérêt général, c'est de ne pas favoriser un cercle restreint ou spécifiquement une catégorie de personnes. C'est d'être porter un message pour tous, quelque part. Mais voilà, donc le Clusif, c'est ouvert un peu plus. Je suis arrivée en 2017 sous la présidence de Jean-Marc Grémy qui m'a recrutée avec le projet de la reconnaissance d'utilité publique et puis de développer aussi l'association. Alors, le hasard du calendrier a fait qu'en 2017, une vague de rançongiciels est arrivée. Tout à fait. Aucun lien avec mon arrivée. Voilà, je tiens à démentir toutes ces rumeurs. Voilà, c'est dit. Je suis arrivée en même temps que cette vague-là, ce qui m'a permis de voir, et on l'a pu le voir avec Panocrime, l'évolution de l'industrialisation, de la professionnalisation des rançongiciels, des personnes qui les pilotent, des attaquants. Les groupes d'attaquants, oui. Et c'est, j'ai envie de dire, arrivé au bon moment. Alors, au bon moment, forcément, c'est malheureux pour les entreprises qui se font attaquer, mais on voit aussi l'évolution quand je suis arrivée, on se posait la question de savoir si on allait être attaqué ou non. On est arrivé après à quand est-ce qu'on va être attaqué, et aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à subir une attaque. Donc, j'ai pu voir cette évolution pendant ces 6 dernières années.
Et donc, tu as vu aussi l'évolution du club. Donc, aujourd'hui, vous fonctionnez comment? C'est des adhérents? C'est une association plus qu'un club. Voilà, exactement. Donc, une association loi 1901 qui réunit 550 structures. Donc, ce sont des personnes morales majoritairement, voire entièrement, qui adhèrent, qui envoient des personnes, des salariés, donc plutôt dans les métiers de la cybersécurité, mais il n'y a pas de restriction. On peut envoyer qui l'on souhaite, pour travailler sur des sujets professionnels, en règle générale, d'échange de bonnes pratiques, pour faire monter en maturité et en compétences les membres, mais pas que, puisque tous nos travaux sont donc travaillés dans des groupes de travail qui font des livrables. Pendant 6 mois, il y a un embargo et c'est à disposition des adhérents, et après, c'est en accès libre à tous. Et tu as un exemple là d'un résultat d'un groupe de travail? Ça se présente comment? C'est un rapport qui sort? Il y a différents formats. Il y a différents formats. Donc, si on prend Panocrime, c'est la finalité d'un groupe de travail qui se réunit toute l'année. L'année passée, si on prend alors le dernier livrable qui a pu être publié, je ne sais pas, on a eu un par exemple sur une FAQ Bug Bounty. Le Bug Bounty est un sujet qui peut être douloureux pour certaines structures, parce qu'ils entendent le mot bug, donc ils ne veulent pas en entendre parler, ou quelle est la différence avec les pen tests. Donc on s'est posé ces questions, on a mis les acteurs autour de la table pour pouvoir vulgariser les pratiques et pouvoir se les approprier et pouvoir en discuter avec un COMEX, avec un DSI, quand on souhaite mettre un programme de bug bounty dans sa structure. Et du coup, tu peux expliquer en vulgarisant ce que c'est un bug bounty? Un bug bounty, en gros, c'est mettre à disposition de chercheurs de vulnérabilité son SI, une application, et de s'assurer que ce sont des personnes fiables, honnêtes, qui vont travailler dans ce sens-là. Donc, ils ont des contrats avec des entreprises qui mettent à disposition ces plateformes. Et qui ce sont des chasseurs de primes, qui vont se faire rémunérer selon la vulnérabilité et la criticité de la vulnérabilité qu'ils vont trouver. Voilà. Donc, par exemple, moi, je me souviens l'année dernière au FIC, il y avait donc au salon à Lille, qui s'appelle maintenant Forum in Cyber, pardon. Tous les noms changent dans la cyber, ça évolue. Donc, c'était Decathlon qui se faisait attaquer par des hackers éthiques. Et ça, c'était un bug bounty sur Decathlon, et la faille critique était rémunérée à hauteur de 30 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment moyen d'arrondir ses fins de mois quand on est hacker éthique, en tout cas. C'est un métier. Oui, c'est un métier. Je veux dire, c'est plus qu'arrondir ses fins de mois. Après, c'est intéressant aussi de pouvoir parler à une communauté large et ne pas parler qu'à des chercheurs de bugs ou de vulnérabilité en France. Changer de culture, changer d'état d'esprit, de manière de faire. De toute façon, les attaquants, ils sont pas forcément dans l'Hexagone. Donc, ça tombe bien de tester ces systèmes par d'autres personnes. Et tu parlais tout à l'heure du Panocrime, justement. J'aurais qu'on réexplique un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un événement qui se tient tous les ans, donc qui résulte d'un groupe de travail, ce que tu disais. Donc, en effet, moi, j'y ai déjà assisté aussi. Et c'est un événement qui donne un panorama, donc c'est pour ça que ça s'appelle le Panocrime, de la cybercriminalité. Il y en a eu un en janvier cette année. En général, c'est en début d'année. Et ça annonce un petit peu la couleur aussi pour l'année qui va venir. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les principaux points d'attention qui ont été évoqués cette année, pour qu'on ait un petit cadre, un petit état de la menace cyber aujourd'hui? Alors le Panocrime est effectivement donc ce groupe de travail qui se réunit toute l'année, qui réunit aussi bien des RSSI que des experts cyber dans des structures acteurs de la cyber, parce que je l'ai pas dit auparavant, mais l'association réunit en totale équité ces 2 collèges-là. C'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas c'est le même prix pour tout le monde, c'est la même cotisation pour tous, ce qui fait qu'il n'y a pas de biais économique. C'est pas des sponsors, ce sont des adhérents. On n'a pas de sous-adhérents, on a des adhérents. On ne vit que de nos adhérents et de nos adhésions. Donc voilà. Et autour de cette table, pilotée par Jérôme Billois et Loïc Guézot, on a des experts et des RSSI qui vont partager chaque mois l'actualité de ce qu'ils ont pu voir dans la veille. Alors, on travaille en source ouverte, c'est-à-dire que on ne va pas parler de quelque chose qui n'a pas été publiquement écrit dans la presse ou par l'entité elle-même. Et on va échanger pour voir les grandes tendances sur l'année, faire une rétrospective et pouvoir en puiser les points principaux pour savoir
de quoi va être fait, par exemple, cette année 2024. Alors, en fait, vous prédisez l'avenir. Alors, on prédit pas trop l'avenir dans la mesure où il y a toujours de l'incertitude, mais on est quand même pas trop mauvais, je trouve. En général, ça se confirme les tendances qui ont été annoncées. On n'a pas vu l'opération militaire, je cite, l'opération militaire russe en Ukraine en 2022. On l'a pas vu. En revanche, on avait vu un retour en force des groupes Anonymous & Co. Qui étaient vraiment présents et qui se sont révélés aussi au grand public un peu plus à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire au grand public, ils étaient déjà connus, mais ça s'est renforcé et c'était plus visible. Donc, au final, voilà, il y a quand même des grandes tendances et des petits sujets, des signaux faibles qui arrivent à être bien repérés et mis en avant, parce que c'est un choix. Après, c'est un choix du groupe de travail de mettre en avant certains éléments et pas d'autres. On peut pas tout dire. C'est aussi pour ça que dans le Panocrime, on a une partie qui s'appelle « On aurait aimé vous parler ». Et il y a tous ces petits sujets qui peuvent être amusants ou non, des petites pépites, mais qui ne rentraient pas dans le cadre. Enfin, comme on a, ce sont des slots de 5-10 minutes maximum sur 2h30 de conférence, qui est très long, mais qui est très rythmé, parce qu'il y a énormément d'intervenants. Ce sont des personnes qui participent au groupe de travail, qui acceptent de prendre la parole, puisque tout le monde ne veut pas être sur scène. On pourrait imaginer qu'on se bagarre pour... non. D'ailleurs, je fais un appel aux femmes pour qu'elles prennent plus la parole, parce que on leur laisse la place, mais voilà, il faut vraiment aussi. C'est vrai qu'il y avait très peu de femmes dans la liste du Panocrime cette année. Cette année, il y en avait très peu, et c'était pas faute d'avoir des femmes dans le groupe de travail, mais qui ont peut-être des fois une réticence à prendre la parole pour parler au nom des autres, parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir contribué assez. Et ça, c'est toujours un syndrome à... Tout à fait. Et puis, en plus, il n'y a rien de mieux que de s'entraîner à le faire, justement, pour se sentir plus confiant dans la prise de parole en public. Il faut se lancer. Les premières fois, c'est compliqué. Puis après finalement, ça roule. Et en plus, on peut accompagner et aider, mais voilà. Donc, il y a une question de légitimité. Il faut qu'on fasse lever cette barrière-là. Et voilà. C'est un vrai challenge. Ouais, mais c'est pour toutes les structures, qui plus est en cyber, mais même voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est important au sein de l'association, mais aussi à l'association en tant que telle. Il n'y a pas une volonté particulière de ne pas laisser une place totalement légitime, mais voilà, on peut pas forcer à quelqu'un à prendre la parole si elle ne le souhaite pas. Ouais, ça s'appelle le consentement. C'est très bizarre, mais ça marche aussi ça pour, marche aussi pour les ça, discours en public. Exactement. Voilà. Et donc, si je reviens sur le Panocrime, donc tous les mois on se réunit, ils font leur restitution. Il y a cette conférence qui est en janvier, parce que comme on fait une rétrospective sur l'année passée, après c'est trop tard, j'ai envie de dire. Et puis déjà au mois de janvier, il se passe souvent une actualité dès le départ qu'on ne peut pas traiter dans la mesure où c'est le mois de janvier, et ça sera pour l'année suivante. Et puis voilà, l'Occlusive souhaite ses bons vœux avec son Panocrime, j'ai envie de dire. Et annonce la couleur pour l'année. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez annoncé là pour 2024 dans les grandes lignes ? J'ai un petit événement en tête qui va nous arriver là dans très peu de temps. Je vois pas de quoi vous parlez. Effectivement, il y a le pont là. Les ponts du mois de mai, c'est une chose. Mais non, alors cet été, les JO, j'imagine que ça a pris beaucoup de place dans le Panocrime cette année. Alors, on avait présenté les Jeux Olympiques et Paralympiques l'année dernière, où la RSSI était venue présenter en témoin. Donc, au Panocrime, on essaye toujours de donner la parole à des grands témoins. Alors, si ce ne sont pas des autorités, bien sûr, l'agence, l'ANSSI, la CNIL, Cybermalveillance, Europol sont venus intervenir et ont contribué au Panocrime. On a fait cette année intervenir le Clusive Bretagne. On a fait un focus, puisque le Clusive, c'est certes une association qui est sur tout le territoire et aussi ultramarin, puisque avec les associations consoeurs, nos petits frères, nos petites sœurs qui s'appellent Clusir, qui sont... Donc le R pour région, j'imagine. Alors, pour réseau, presque. Presque, décidément. Voilà. Mais alors là, par contre, on retombe sur un acronyme.
Oui, parce que c'était l'Clusif et le F de Clusif était français. Oui, donc voilà. Mais ils sont en réseau avec... pendant la pandémie, quand je faisais mes présentations en visio, je faisais un petit peu voyager en parlant du Clusir Tahiti, du Clusir Caraïbes, du Clusir... Ça fait rêver. Réunion Océan Indien. Et après, on a aussi les Clusirs dans l'Hexagone où on n'a pas de... Il y a le Clusir Nord de France, le Clusir Est, le Clusir PACA, le Clusir Bretagne, le Clusir Nouvelle-Aquitaine. Je vais me faire taper sur les doigts pour tous ceux que j'ai oubliés. Mais enfin, on en a un certain nombre et c'est important parce qu'on en a aussi à l'étranger, alors plutôt francophone, avec la Suisse, avec la Belgique. Voilà, donc c'est... et le Luxembourg, parce que je les oublie aussi. Enfin, non, mais, voilà, ça a l'air très complet, en tout cas. Quand on commence à citer, c'est toujours embêtant d'oublier. Donc, toutes mes excuses, si je ne peux pas tout... Je pense que tu es pardonnée. Et en fait, cette année, on a fait un focus sur le Clusir Bretagne, parce qu'il s'est passé certes une actualité d'attaque comme dans d'autres régions. C'était aussi l'occasion de leur donner la parole. Et puis surtout, c'était quelque chose qui était dans les cartons depuis un certain temps, c'était de pouvoir rediffuser le panneau crime. Parce que nous, on le rejoue en région, c'est-à-dire que nos intervenants ou moi, on va se déplacer auprès de nos camarades des Clusirs pour rejouer le panneau crime. Alors, on essaye de le faire au début de l'année, parce qu'en fin d'année, ça n'a plus de sens, ou on essaye du moins d'actualiser, surtout quand il y a eu des arrestations sur des sujets qui ont été faits avant. Et en vrai, cette année, on a réussi à le rediffuser. Enfin, les Clusirs ont rediffusé le panneau crime à leurs membres le jour J. En direct. Et ont pu faire les questions-réponses derrière, accueillir, avoir un moment de convivialité. Et c'est ça la force et Mais c'est l'ancrage local qui est en train de se mettre en place. Mais un peu partout aussi, les campus cyber qui se régionalisent. C'est quelque chose de plus en plus important de se dire que la cybersécurité, tout ne se joue pas à Paris. Bah oui. Et j'ai envie de dire, les campus, comme le Clusif, on copie toujours les meilleurs. Donc nous n'en sommes que flattés. Ah oui, donc c'est dans ce sens-là que ça s'est opéré. Dans l'histoire, oui. Rappelons-le. Alors, quelques points sur l'État, justement, enfin sur les prévisions qui ont été données pour 2024. Est-ce qu'on y est pour l'instant ? Pour le moment, j'ai envie de dire oui. Là, le sujet de l'IA est fort. Enfin, l'IA, c'était vraiment ça le sujet finalement cette année. Alors, c'est un des sujets. En fait, le problème de l'IA, c'est que c'est très vaste. On dit IA. C'est comme quand on parle de cloud, qu'est-ce qu'on met dedans. Et donc, tout le monde en a parlé. Il y a eu quand même un énorme tapage autour de l'IA et la cybersécurité. Vous avez réussi à résumer ça donc dans le panneau crime cette année et à en ressortir quelque chose de très concret. Le très concret, ce sont les exemples en fait. Quand on découvre que autant avant, le Japon par exemple était plus ou moins épargné par le phishing parce qu'on parlait pas japonais et les attaquants parlaient pas japonais, mais que grâce à l'IA, maintenant, ils parlent japonais. Voilà. Donc, je veux dire, c'est extrêmement simple et beaucoup plus facile. Et c'est vrai que ça a facilité les choses. Ça facilite les choses du côté des attaquants, là, donc. Mais après, ça va aussi faciliter les choses du côté de la défense. Mais c'est avec un train de retard, du coup. Est-ce qu'on a forcément toujours un train de retard ? Est-ce qu'on a le droit d'être innovant ? J'ai plutôt tendance à dire que l'intelligence collective et le fait de partager, d'échanger et de réfléchir en souris, on ne peut pas tout imaginer. Il y a toujours des gens très créatifs, mais laissons les gens collaborer ensemble pour se protéger et pas à les cloisonner et surtout à faire appel à des profils qui sont peut-être pas les plus attendus, justement pour penser en dehors de la boîte. Sur l'IA, on voit qu'il y a encore une continuité aujourd'hui sur l'injection de l'IA fonctionnant sur des bases de données, si on injecte quelque chose d'erroné, la proportion derrière du résultat faussé est exponentielle. Donc c'est le début de certainement de livres de science-fiction que nous lisions avant et qui vont arriver devant nous. Ok, donc pour vous, c'est vraiment la menace à prendre au sérieux aujourd'hui, c'est les évolutions impliquées par l'IA. L'étendue du possible. L'étendue du possible. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi t'expliques avec tes mots la cybersécurité à tes publics? Pourquoi c'est important déjà de savoir identifier le risque cyber pour pouvoir lutter contre la menace? Quand on intervient dans une conférence de sensibilisation ou de prévention, Ça fait partie de ton quotidien, les conférences de sensibilisation. Alors c'est pas mon quotidien au global, mais dans l'association, on a vocation à
en parler. Et puis après, il y a un mois européen en octobre qui est très utile en ce sens, qui est une caisse de résonance pour ça. Mais c'est pas que le mois d'octobre. C'est comme l'arrêt de tabac. On n'a pas arrêté de fumer qu'un mois dans l'année. C'est une occasion qui est donnée de pouvoir prendre la parole. Quand on intervient ou qu'on nous demande d'intervenir, c'est souvent pour des assemblées générales de métiers. Pour sensibiliser ces métiers-là. Je l'ai fait, c'était pas une assemblée générale, c'était une convention, par exemple à France Processus, donc des métiers de management. Je leur ai parlé de processus. Je leur ai parlé des manières dont les rançongiciels et les attaquants s'organisent et utilisent des processus, et soit utilisent des processus, les optimisent, soit regardent leurs processus pour savoir comment rentrer dedans. Oui, parce que ça, peut-être le concret. Voilà, le concret. Dans l'écosystème cyber, on sait à peu près comment ça se passe, mais il faut savoir l'expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce milieu-là, au final. Pour faire la meilleure... Il n'y a pas de recette miracle, mais quand même, il faut savoir quelles menaces nous attaquent, et devant nous, pour savoir comment s'en protéger. Donc, il faut savoir à la cible à laquelle on parle, nous, et puis... derrière, qu'ils aient conscience, un peu comme acheter un logiciel, si on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Enfin, si c'est peut-être très bien sur le marché de la cybersécurité, mais si on n'est pas concerné, c'est dommage d'investir et pas à bon escient. Donc aujourd'hui, on parle énormément de rançongiciel, donc on est quand même monté en maturité dessus, mais il y a plein de choses qui arrivent au quotidien. On sait que le phishing, l'hameçonnage, si on parle en bon français, est un canal d'entrée. L'utilisateur qui est assis entre sa chaise et son écran est la cible. On le décrit souvent, ce maillon faible qui doit être le maillon fort. Les développeurs, comme je le dis souvent, ils développent pas couchés, quoi. Ils sont assis aussi dans cette chaise, sur cette chaise et l'écran. Ils sont à même position, donc ils font aussi des erreurs. On est tous vulnérables. Donc, faut savoir où sont les curseurs, quels sont les risques. Ça s'analyse. Oui, en fait, en fonction des publics. Ça t'arrive d'aller dans un établissement de santé pour justement parler de ces sujets-là, parce que c'est d'eux dont on entend le plus parler dans les médias, les rançongiciels contre les hôpitaux publics. Quand on parle d'intérêt général, si on regarde la définition, c'est assez clair, c'est la conception de ce qui est bénéfique à l'ensemble des membres d'une communauté. Et si j'ai repris la définition du Larousse, il est mentionné qu'il est du ressort de l'État de poursuivre des fins d'intérêt général. Est-ce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, typiquement dans ce type de cas, est une affaire d'État finalement ? Oui, et puis l'État, on a pris la cause. Enfin, je veux dire, ça fait un certain nombre d'années. Avant l'ANSSI, elle avait un autre nom et on avait la conscience et la mise en musique. Donc, ça ne fait que grossir parce que les menaces grandissent, que la surface de vulnérabilité s'étend, et qu'il faut protéger de plus en plus. Vincent Strubel parlait de changement de passage à l'échelle. Ça va être conséquent avec NIS 2, enfin toutes les transpositions de directives qui arrivent, mais c'est tout à chacun. Il ne faut pas attendre qu'on soit obligé de se sécuriser pour y penser. En fait, c'est ne serait-ce que se protéger soi, protéger ses données personnelles, ça fait partie de... Ça peut paraître évident en le disant comme ça, mais maintenant, il faut en avoir les bonnes pratiques au quotidien. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand je fais des sensibilisations pour du grand public. Lors du Cybermois, j'en fais quand même un petit nombre. Et le grand public, bien sûr, vous voulez protéger et vous faites du stockage ou vous faites un archivage de vos photos parce que vous voulez protéger vos photos. C'est l'exemple le plus bateau. On le sait, mais on le fait pas forcément. Sur son téléphone, est-ce que vous avez quelque chose pour protéger un antivirus sur votre téléphone ? Pas grand monde a quelque chose sur son téléphone. Bien sûr. Un antivirus, pardon, je sais pas. On peut protéger. Je note, donc vous n'êtes pas protégé. Vincent Nguyen. Il n'est pas très loin, je vais lui en parler. Oui, on peut protéger son téléphone, c'est même mieux du coup. Donc, on ne protège pas, alors que c'est là où il y a toute sa vie, ces photos. Quand quelqu'un vous écrit pour vous dire « Oh là là, il faut que tu me redonnes ton numéro de téléphone, tes coordonnées, ton adresse, parce que j'ai tout perdu », le premier réflexe, c'est assez drôle, c'est « Mais tu n'as pas fait de sauvegarde ». On a le mot, on a le réflexe. Est-ce qu'après, le faire, c'est l'aboutissement en fait. On savait qu'on devait le faire, on ne l'a pas fait et on s'en mord les doigts. Mais
quelque part, ce réflexe-là, il a été intégré quand même pour un grand nombre, ce qui me surprend toujours. Donc, au final, on y est presque. Ça veut dire qu'il y a des choses quand même qui sont ancrées, mais qu'il va falloir développer pour que les bonnes pratiques, qu'elles soient chez soi, donc là, au travail. On sait qu'il faut le faire, mais on le fait pas. Qu'est-ce qu'elle fera? Le temps, c'est enquiquinant, c'est pas simple, c'est contraignant. Trouver une excuse pour ne pas faire les choses, ça, on est très créatifs, tous, autant qu'on est. Malheureusement. Il y a aussi des choses, moi je trouve, pour lesquelles on ne sait pas ce qu'il faut faire. Moi, face à un mail de phishing que je reçois dans ma boîte mail, je sais juste qu'il ne faut pas cliquer dessus et que je vais l'effacer, mais on se sent un peu impuissant face à ça. On se dit, je vais continuer d'en recevoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez toutes les réponses sur cybermalveillance qui vous donnent les fiches de ce qu'il faut faire. Après, il y a d'autres outils qu'on peut mettre sur Signal Spam, sur ces messageries, pour pouvoir les remonter. Mais ça, il y a très peu de gens qui le savent et qui le font effectivement. C'est toujours que les meilleurs élèves, ça c'est sûr. Après, voilà, la communication au fil de l'eau va grandir et puis il faut qu'on le répète. C'est toujours les bonnes pratiques et les bons messages, c'est toujours une question aussi de répétition. Justement, tu me parlais, toi, de faire la différence aussi entre la prévention et la sensibilisation. Donc, tu me disais que c'était important de différencier les deux notions quand il s'agit de cybersécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? La sensibilisation, c'est tout bête, mais moi j'entends le mot sensible. Et je veux pas rendre les gens sensibles, je veux les rendre plus forts. Alors, de fait, la prévention me paraît un peu plus au-delà. C'est comme la formation. Moi, j'ai suivi une prévention sur le risque incendie. Ça a été long, ça a été très instructif. Et je suis repartie avec des éléments où je me dis, j'aurai les bons gestes. Est-ce que j'y penserai dans le feu de l'action? C'est le cas de le dire. Est-ce que j'y penserai? Je ne suis pas sûre, mais il faut en tout cas s'entraîner. Et c'est là où, au final, le bas blesse. Les sensibilisations, mettre des gens dans une salle noire avec un PowerPoint qui diffuse ou un MOOC peut-être très bien fait ou non, peu le sujet, mais si c'est juste pour une notion de conformité et de se dire que je l'ai eu sans qu'il y ait de prise concrète derrière, je ne suis pas sûre que ça puisse fonctionner. De la même manière, j'ai un grand doute, quand on forme, quand on forme pas, mais quand on fait une sensibilisation à la cyber en expliquant qu'il ne faut pas cliquer, ce qui est très bien, le message est bon, ou ne pas ouvrir de pièces jointes, alors que son métier, c'est d'ouvrir des CV de personnes qui, par définition, on ne connaît pas. Il y a des injonctions contradictoires entre va falloir sécuriser vos pratiques pour protéger l'entreprise et son patrimoine informationnel, et de l'autre côté, ne pas être cohérent avec le métier. Comment on fait dans ces cas-là, justement? Ça, c'est un bon exemple. Exemple du bon élève qui va traiter tous ses mails, regarder toutes les pièces jointes. En fait, il est limite plus à risque qu'un autre. Il se retrouve, c'est pas qu'il se retrouve plus à risque, c'est si on fait un mail de phishing et qu'il ne détecte pas le phishing, au final, c'est le mauvais élève dans l'histoire et il va se faire rattraper à l'ordre. Alors, de plus en plus difficile de détecter un mail de phishing. Exactement. Donc, c'est un sujet, alors que celui, on le connaît tous, cette personne qui ne répond pas aux messages et qu'il faut harceler de plusieurs mails et voire appeler, envoyer un SMS pour qu'il réponde, qui ne répondra pas ou qui ne cliquera pas de fait sur le test de phishing, comment on fait pour le détecter? Donc, on a tout à apprendre et à construire aujourd'hui. En tant que tel, j'ai pas la réponse, mais on est en train de faire une étude occlusive sur les études de pratique de sensibilisation. Donc, c'est en cours de réflexion. Je n'ai pas de résultats ou de choses à donner. Ça sera l'occasion d'en reparler plus tard. Mais c'est exactement ça. Comment faire en sorte que on n'est pas là pour punir qui que ce soit. D'ailleurs, faut arrêter de se dire s'il y a quelque chose qui est mal fait. J'ai presque envie de dire c'est collectif. C'est pas forcément volontaire. On est tous vulnérables. Le point crucial est là. On est tous vulnérables parce que c'est pas une question d'intelligence ou non de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce piégée. On le voit avec l'IA qui a modifié. Il n'y a plus de fautes d'orthographe aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est plus que malin. Et un moment de fatigue, ça arrive. Une fatigue intellectuelle, une fatigue physique. Le petit dernier qui a pas fait sa nuit. On est en période de deuil. On est en période de séparation. On est en période de surcharge au travail, ce qui n'arrive jamais. Avec une sursollicitation à différents points de vue, on est vulnérables tous. Donc, il faut qu'on accepte cette part de vulnérabilité et cette part de un jour, je vais
vais faire quelque chose qu'il ne faut pas. En revanche, voilà, faut l'accepter et travailler pour se renforcer. Et il y a des limites donc aussi à la sensibilisation et à la prévention. Dans certaines structures, on interdit beaucoup d'accès, même accès parfois à des sites internet qui donnent juste de l'information au grand public, l'accès parfois à des réseaux sociaux. Est-ce que limiter l'accès même parfois à des mails, il n'y a pas un double tranchant, la personne qui veut avoir accès à une information ou la partager va essayer de détourner justement tout ce qui a été mis en place pour la cybersécurité finalement de la structure, pour avoir accès et pour partager, enfin pour faire son travail au final. Donc est-ce que c'est pas une énorme limite aussi qu'on met dans certaines structures ? Ce sont des limites qui peuvent être surprenantes selon les métiers. Si on vous impose de ne pas pouvoir vous connecter à des réseaux sociaux alors que vous êtes dans la communication, ça peut être très compliqué. Ça peut être extrêmement compliqué. Donc, en revanche, qu'en comptabilité, j'ai envie de dire, on n'ait pas accès aux réseaux sociaux, il y a peut-être des arbitrages. C'est une question de bonne intelligence. C'est ça. Aujourd'hui, quand même, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être structurées. Je crois que c'est plutôt une question de demande et de cohésion avec les métiers. Et contraindre sans proposer de solutions alternatives, c'est problématique. Aujourd'hui, il y a des solutions alternatives à des solutions d'origine étrangère, américaine, gratuites en France et qui sont tout aussi gratuites et qui pourraient être utilisées, ou même l'État a mis en place des outils pour pouvoir, par exemple, le transfert de fichiers sensibles avec en filigrane un usage spécifique pour protéger quand on envoie sa carte d'identité ou autre. Enfin, ça existe et c'est très bien. Contraindre sans proposer d'alternative et sans discuter avec les métiers, oui, je veux dire, la cybersécurité, ça ne doit pas être une contrainte. De toute façon, il n'y a pas un RSSI qui, je pense, ne dira l'inverse. Il faut communiquer et sensibiliser. Si ce n'est pas autorisé, il faut en donner la raison. Si on connaît la raison et comment on peut faire autrement et pourquoi on doit le faire autrement, c'est quand même plus facile de le faire que en annonçant quelque chose qui, on a l'impression de se rallonger ses tâches. À force de parler de cyber, on ne sait plus trop ce que c'est au final. Parce qu'avant, on disait cybersécurité, maintenant le mot est trop long, donc on parle que cyber. Donc est-ce qu'on parle de cyberdéfense, de on pourrait parler de plein de choses. Voilà, donc trop de cyber tue la cyber, quelque part. Mais c'est la sécurité de l'information. L'occlusif, si on reprend son nom, qu'on a retiré sécurité de l'information, c'est les tuyaux et le contenant. Et le contenu. C'est les deux. C'est contenant-contenu. C'est... surtout de la sécurité. En fait, on parle de sécurité. Protection des données, sécurité informatique numérique, intelligence économique, tous les sujets qui portent à la sécurité de l'information. Est-ce que faire des phishing tous les jours va aider à sensibiliser ? Peut-être que les exercices de crise, alors crise pas forcément systémique, mais les exercices de crise où couper Internet ou couper l'électricité dans une structure et savoir comment on se relève et qu'est-ce qu'on doit faire et où sont nos petites choses, peut-être qu'il faudrait les faire comme on fait les exercices incendie dans les entreprises, où on perd certes du temps, on râle, ça nous coupe dans notre réunion, ça nous coupe. Et puis on le faisait à l'école déjà. Oui. On le faisait à l'école. Alors après, il y a un débat sur les écrans à l'école en ce moment, sur les primaires et autres, donc je rentrerai pas sur ce sujet-là, mais de faire un exercice de crise dans les entreprises ou au quotidien, ça permettrait de savoir un peu où on en est avec ses contacts, ses fournisseurs, le 2-3 choses du b.a.-ba, sans parler de création de cellules ou autre, mais de se remettre d'équerre sur ok, le risque, c'est ça. Ouais, pour se mettre un petit peu en situation, parce que final, si on arrive un lundi matin et qu'on peut allumer aucun ordinateur, je pense que là, on palpe un petit peu le sentiment de panique que ça peut être de ne pas pouvoir travailler, tout simplement, de ne pas pouvoir accomplir sa journée. Et c'est des choses qui arrivent vraiment. Je pense qu'on est soulagé quand on sait que c'était juste un exercice. Mais en fait, c'est exactement le même ascenseur émotionnel que l'alarme incendie. Oui, c'est un peu ça. Il faut accepter de perdre du temps pour gagner. Ça va être rendu obligatoire ?
Non. Ça va se faire. C'est une proposition du CLUSIF pour l'instant. C'est pas une proposition du CLUSIF, mais quand j'ai travaillé sur l'IHEDN, on avait ces recos en comité. Mais c'est quelque chose... ça va être peut-être un jour à réfléchir, mais il y a plein d'idées, il y a plein de structures qui ont proposé ce genre de journée. C'est l'exemple, on parle de l'ANSSI, qui est les pompiers... Les pompiers de la cybersécurité. J'adore cette expression. Oui, et en même temps, c'est pas que des pompiers, mais en tout cas, sur l'image que ça pourrait retranscrire dans l'entreprise ou une organisation de quelque nature que ce soit, de faire un exercice, même une journée où on va compiler, savoir par comment on doit faire en incendie, on verrouille pas la porte, on la ferme, on la verrouille pas, on prend pas l'ascenseur, on prend rien d'autre que soi et on s'en va. Ça, c'est un réflexe, je pense avoir dit, c'est les bons réflexes d'ailleurs. C'est un réflexe qu'on doit avoir. Maintenant, il faut qu'on ait les mêmes pour la cyber. Les fiches réflexes cyber. Alors, un dernier sujet avant de clôturer cette émission que j'aimerais évoquer avec toi, c'est l'image qu'on a des métiers de la cybersécurité. Il y a des grandes campagnes du gouvernement depuis quelques mois à ce sujet pour essayer de changer un petit peu les codes, rendre ces métiers un petit peu plus attrayants. Est-ce que pour toi, il y a un problème avec l'image des métiers de la cybersécurité qui fait aussi qu'on a l'impression que c'est un monde très éloigné, on ne se sent pas forcément concerné par ces sujets-là? Est-ce que c'est en lien? Les métiers de la cyber, ils ont énormément évolué ces derniers temps, donc il a fallu les redéfinir, les remettre en avant et pouvoir les rendre visibles avec des gens qui sont jeunes. C'est compliqué, par exemple, d'avoir un sexagénaire qui va dire il faut que les jeunes et les femmes viennent en cyber. C'est pas attractif. Moi, si je me remets à l'âge de 18 ans sur ce que je voulais faire, moi, je savais ce que je voulais faire, donc c'était un autre débat, mais à 18 ans, même quand on est une jeune femme, on a besoin d'avoir des marches accessibles, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en milieu de carrière. Je suis même trop vieille aujourd'hui, trop âgée pour attirer des jeunes femmes forcément en cyber. Il faut que qu'on puisse se projeter. Des rôles modèles accessibles. C'est exactement ça. Donc il faut qu'ils soient accessibles. Il ne faut pas que ce soit non plus axé que sur les femmes. Il faut arrêter d'axer que sur le tout scientifique. C'est important le scientifique. Il y a peut-être il y a un vrai sujet de fond dessus, mais la cyber, c'est plein de choses. Alors toi, tu es dans la cyber et tu n'en touches pas au quotidien. Tu nages dans les eaux, mais tu ne codes pas, je ne crois pas. Je ne sais pas coder. Voilà. Mais est-ce que c'est grave ? Non. Voilà. Donc, après, il y a plein d'autres métiers qui existent. La protection des données, on a ouvert un certain nombre. En fait, il y a plein de possibilités et plein d'ouvertures. Cette campagne est une bonne chose parce que ça permet de rendre visibles et lisibles des métiers qui n'étaient pas forcément compris avant. Et puis, je veux dire, quand on est lycéen, ou même avant, puisqu'il faut savoir tôt ce qu'on veut faire plus tard pour choisir les bonnes options, au final... c'est pas, on peut faire et on peut travailler dans la cyber ou dans d'autres domaines, même si on n'a pas pris les bonnes options au bac. Ouf, sauvé. Mais finalement, cette diversité sera peut-être plus intéressante de ne pas avoir que des matheux. J'ai fait philosophie, j'ai pas fait que ça, mais j'avais un profil scientifique, j'ai fait un bac éco. Moi, j'ai voulu aller là où je ne maîtrisais pas. J'aime bien apprendre les choses où ça me paraît le plus compliqué possible. C'est pas forcément compliqué, mais c'est qui demande qui suscite ma curiosité parce que c'est pas immédiat. Quand c'est trop facile, c'est pas drôle. Ça veut pas dire qu'il y a des fausses facilités. Attention, mais j'étais pas forcément la plus littéraire la preuve, mais il n'empêche que ça m'intéressait. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, le RSSI dans une structure, c'est celui qui va poser les bonnes questions entre son DSI, entre les métiers, pour savoir comment il va pouvoir sécuriser au mieux l'organisation dans laquelle il travaille. L'IA
Qu'est-ce que c'est ? Qui va maîtriser l'IA ? Certes, il y a la base, les jeux de données, l'algo, etc. Mais c'est la personne qui maîtrisera les prompts. Donc, c'est la personne qui pose et qui sait poser les questions et qui sait problématiser. J'ai presque envie de dire que ceux qui vont maîtriser la sécurité, la cybersécurité ou l'IA, ce sont les philosophes. Parce qu'ils savent poser les questions. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Lumena, d'avoir accepté de venir prendre la parole aujourd'hui dans le podcast et de confirmer aussi que la cybersécurité est l'affaire de tous et est accessible à tous et à tous les profils. Donc, merci beaucoup. Et pour découvrir le Clusif, je vous mets le lien du site internet du Clusif donc dans la description de cet épisode. Et puis, je te dis à très vite, Lumena. Et puis, à tous les auditeurs, à très vite dans le monde de la cyber. À très vite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.